Bonjour. 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 Bon, on va démarrer si vous voulez bien. Il y a un petit souci avec le lien, ce qui fait qu'on n'a pas encore tous les participants, mais c'est en train d'être résolu. De toute façon, il y aura un replay de la matinale qui sera ensuite diffusé et accessible sur les différents réseaux. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Laurent, Émilie, ça vous va? Ah oui. On est Oui. prêt. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bonjour et oui, bienvenue à tous pour cette nouvelle matinale So Green by CVP, version 100% digitale. Donc, une première sous format, mais bon, voilà, la situation actuelle nous oblige à nous adapter et c'est ce qu'on fait du coup en vous présentant du coup la matinale en 100% végétale. On aborde ce matin dans cette matinale le sujet de la finance responsable et on va tenter en fait de vous apporter quelques réflexions autour de la question comment faire de la finance responsable en tant qu'entreprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement et vous présenter également CVP. Voilà. Donc, je m'appelle Morad Azan. Ça fait maintenant 12 ans que je travaille chez CVP. Je suis en charge de la finance au sens large et aussi en charge des projets liés au système d'information. Le métier de CVP, c'est apporter des solutions anticipatrices et complètes en packaging plastique et de faire bénéficier à tous ses clients du grand compte au plus petit de nos innovations économiques et environnementales. Et ça sur l'ensemble de nos produits, donc du spécifique au standard, et ce sur 4 secteurs, donc la beauté, santé, chimie et alimentaire. CVP, c'est aussi l'histoire d'une PME qui est résolument tournée vers l'avenir à travers donc, la RSE, le développement durable, l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception. Au-delà de l'offre développée à destination de ses clients, CVP intègre naturellement en fait, la RSE à tous les niveaux de l'entreprise et partage en fait ses expériences, ses bonnes pratiques par différents canaux de communication, dont les matinales pour lesquelles on se retrouve ce matin. Ça fait maintenant quelques temps qu'on fait ces matinales depuis 2018. Et on est vraiment ravis de pouvoir encore aujourd'hui se retrouver et échanger en fait autour de sujets divers, mais tous liés à la RSE. Pour revenir au sujet, qui est la finance responsable, j'ai un souci avec les slides, je n'arrive pas à les passer. Hop, ah, merci. Donc voilà, pour revenir au sujet qui est la finance responsable, et qui peut susciter des interrogations et quelques questions. Effectivement, c'est une notion qui peut être floue quand on est une entreprise qui ne gère pas d'actifs. Les outils connus comme l'investissement socialement responsable, la finance solidaire ou le financement participatif favorisent en fait tous une économie durable, mais le lien pour l'entreprise qui utilise ces outils et la performance reste quand même compliqué parfois à établir. Alors on va essayer de vous démontrer qu'il y a quand même un lien entre la finance responsable et la performance de l'entreprise. Et pour ça, du coup, quoi de mieux que d'avoir deux intervenants dont les fonctions sont très représentatives de la fonction finance. Donc, on a Émilie Renaud, chargée d'affaires entreprises à la Société Générale, donc, qui nous éclairera sur le rôle des banques dans la transition vers une économie plus durable. Et Laurent Bazin, associé expert comptable au sein du cabinet Axis et dirigeant de la société Biomatitude, qui est une agence de cotation extra-financière,
qui nous parlera de l'analyse et du traitement de la valeur au service d'une finance plus durable. Donc, Émilie, si tu es prête, je te laisse la main pour ta partie. Bonjour, rebonjour à tous. Alors, cliquez pour démarrer. Juste, je fais un test pour savoir si, pour avoir la main sur les slides avant de démarrer. C'est tout bon. Alors, comme l'a décrit Morad, ce matin, l'idée, c'est de vous donner des pistes de réflexion sur ce sujet-là. Donc, comment faire de la finance durable. Alors, je vais parler au nom de la Société Générale, hein, puisque je travaille au sein de la Société Générale et que je ne peux pas me positionner pour l'ensemble des autres banques. Par contre, je tiens à préciser que absolument tous les établissements bancaires sont sur le sujet, ont des politiques en matière de RSE et de financement durable. Et toutes ces politiques, on va dire à minima de loin, se rejoignent. Donc, tout le monde est très actif sur le sujet. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu vous parler des ressources matérielles de l'entreprise et donc des banques, de la Société Générale, qui constituent un premier levier, on va dire, plutôt facile à étudier et un premier levier assez rapide pour agir sur le sujet. Donc, l'une de ses premières ressources matérielles, c'est son parc immobilier. Je pense que tout le monde s'en doute, que ça soit au niveau des banques ou même dans une entreprise lambda. J'ai voulu vous parler des dunes. J'ai mis une photo donc, sur les côtés. J'ai voulu vous parler des dunes qui sont à Val-de-Fontenay en banlieue parisienne. Pourquoi j'ai voulu vous parler des dunes? Parce que c'est un parc immobilier important, visualisé sur la photo, qui, on va dire juste d'aspect visuel, fait un petit peu, semble justement pas très green. Et c'est pas le futur siège social de la Société Générale. En revanche, une partie des activités situées à la Défense ont été... Alors, j'ai pas appuyé, mais par contre, c'est passé tout seul, non? Ou, voilà. Une partie, pardon. Donc, une partie des activités suivies à la Défense ont été transférées dans ces bâtiments. Donc, ces bâtiments sont immenses. Et pour autant, ils ont été conçus avec vraiment des initiatives sociétales et environnementales. Donc, on relève par exemple une diminution de 50% de la consommation d'énergie par rapport aux bâtiments de la Défense. Les dunes à Paris travaillent sur des produits frais locaux en termes de restauration pour restaurer l'ensemble de ces salariés. Des accords ont été signés avec des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Les dunes sont équipées de plusieurs bornes de rechargement de voitures électriques, donc 36, ce qui est déjà quand même un bon démarrage. Le tri et la réduction réduction des déchets, bien sûr, sont complètement intégrés dans ce bâtiment. Il y a également un système de récupération des eaux de pluie pour arroser l'ensemble des espaces verts et nettoyer également les parkings. Tout ce qui peut être nettoyé se fait avec les eaux de pluie. Pour passer du côté autre que justement le vert, pour passer plus sur le côté sociétal, ce que j'ai trouvé rigolo, entre guillemets, c'est la mise en place d'un nettoyage de journée dans l'ensemble de ces bâtiments. Comme vous l'avez vu, les bâtiments sont immenses et on va dire il y a plusieurs années, le nettoyage dans les locaux d'entreprise se faisait le soir quand il n'y avait plus du tout de salariés, pour pas déranger les salariés, pour pas déranger tout simplement les activités du quotidien. Depuis quelques temps,
le service de nettoyage se fait en journée. Alors pourquoi? Pour simplement que ces personnes-là puissent quand même tisser un lien social, ne serait-ce qu'avec les gens qu'elles vont voir tous les jours, et non pas faire le ménage à partir de 19h jusqu'à 22h et ne parler à personne. Et pour également qu'elles puissent avoir une vie de famille et des horaires complètement classiques et ne pas se couper de la société. Donc j'insiste un petit peu sur cet exemple-là, mais je trouve qu'il est rigolo, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, il me parle. La restauration, donc j'en ai parlé un petit peu plus haut, des personnes employées issues du secteur adapté ou en réinsertion avec les AT. Cet ensemble immobilier s'inscrit aussi dans un contexte de qualité de vie au travail, de confort. Il a été conçu avec des matériaux à l'intérieur très green, des matériaux qui contiennent justement peu d'émissions de COV. Je vous ai mis la signification de l'abréviation du COV. Ce sont des composants, par exemple, que l'on peut retrouver dans la moquette et qui sont, pour faire un peu un raccourci, mais qui sont assez polluants. Je passe au slide suivant. Je n'arrive pas à passer au slide suivant. Alors, on va regarder. Alors, est-ce qu'il le fait? Ah, c'est bon. Soit il le fait avec retard, donc j'ai appuyé plusieurs fois. Alors, ce bâtiment s'inscrit dans deux certifications. Je vais aller assez vite sur ces deux certifications, mais ça me paraissait quand même important de les soulever. Quand on voit, moi, ce qui m'a assez marqué, c'est quand on voit l'ampleur de ce gros bâtiment et de toute façon de l'ensemble des sièges sociaux des différentes banques, de pouvoir concevoir des bâtiments aussi importants dans un environnement vert, ça m'a quand même interpellée. Donc, ce bâtiment a deux certifications qui se rejoignent un petit peu. La certification HQO, qui vise les performances environnementales et durables des bâtiments. Et qui se fait, cette certification, elle s'obtient sur des critères environnementaux, comme on l'a dit, avec l'évaluation surtout des performances en termes d'énergie, de santé et de confort. Et on retrouve aussi dans cette certification le management du bâtiment, c'est-à-dire comment il est géré par rapport aux services extérieurs qui sont pas, ce n'est pas la Société Générale qui emploie des gens dans ce bâtiment pour, on va dire, le faire vivre, pour l'organiser. Donc voilà, c'est une certification par rapport à tous ces critères-là. Ça va de passable à exceptionnel et Société Générale sur ce bâtiment a obtenu le critère exceptionnel, donc c'est beau. Une deuxième certification, le LEED Gold. Bon, je vous ai mis la signification en bas. Je vous épargne mon accent anglais mauvais, qui rejoint aussi quand même la première certification. Celle-ci, la LEED Gold, elle est davantage sur l'utilisation durable des matériaux de construction des bâtiments. Il faut savoir que ces bâtiments, ils ont été construits avec plus de 230 km de bois qui ont été et qui ont été récupérés au Japon. Donc voilà, sur la performance à niveau énergétique et sur la durabilité du site, la gestion de l'eau et sa consommation, la diversité pardon, des moyens de transport aux alentours, donc tout ce qu'il peut y avoir aux alentours du bâtiment. Et il y a une certification or qui a été obtenue sur le LEED Gold, sachant que ça va de argent jusqu'à platine. Donc on se situe au milieu. Donc, une fois qu'on a parlé des bâtiments, qui est un levier assez facile, en tout cas le premier levier sur lequel on peut intervenir, d'autres ressources matérielles existent sur lesquelles on peut intervenir aussi, on va dire, rapidement. Par exemple, la flotte automobile, Société Générale. 100% du parc automobile est en train de passer en électrique. Donc ça, c'est quelque chose de récent. Le projet est encore en cours. Le projet est décidé, mais on va dire est en cours de déploiement.
Les agences aussi, toutes les agences. Alors, j'ai limité aux agences, mais ce ne sont pas que les agences Société Générale, parce qu'une banque travaille. Il y a tout le réseau d'agences que vous pouvez voir quand vous êtes dans la rue, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'ensemble des locaux de la banque sont alimentés en électricité garantie d'origine éolienne française, et ça depuis le 1er janvier 2021. Donc, encore une fois, c'est un projet qui a été travaillé en amont, mais qui est tout frais dans le déploiement. Alors, cette matinale est tombée, je surveille un petit peu le temps, parce qu'on a 15 minutes. Vous n'hésitez pas à me dire, Mourad, il faut que j'accélère. On peut pousser à 20 minutes, Émilie, pas de souci. D'accord, ok. Il est vrai que cette matinale est tombée à pic, puisque tous les projets, on va dire toutes les thématiques que je vais aborder, sont assez fraîches au sein du groupe Société Générale. Donc, elles ont été travaillées, bien sûr, ce sont des projets quand même de longue haleine qui demandent du temps et beaucoup de réflexion. Donc, ça a été travaillé il y a déjà un certain temps, mais c'est aujourd'hui en train de se déployer. C'est aujourd'hui tout frais. Vous avez un peu la primeur, parce que je vois que mon cher camarade Hakim s'est également connecté. Donc, Hakim, qui est de nature curieuse, est peut-être au courant de certaines choses, mais il n'y a pas eu encore de communication sur les sujets que je vais vous expliquer par la suite. Donc, c'est vraiment tout frais. Donc, autre ressource, quand on a parlé des bâtiments, quand on a parlé des véhicules, autre ressource très importante pour une banque, ses clients. Parce que ses clients, c'est quand même cette ressource qui fait vivre les banques. Donc, Société Générale a un leitmotiv qui est construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Donc, on est complètement dans la thématique de ce matin. Alors, comment on peut accompagner nos clients dans cette transition et quel rôle on a à jouer là-dedans? Dans un premier temps, j'ai voulu parler des acteurs industriels qui sont des clients de toutes les banques. Alors, certes, ce sont des gros acteurs, ce sont des gros industriels, mais ceci dit, il y a quand même un levier très important, puisque ça fait bouger les choses en masse, puisque c'est eux aussi qui sont malheureusement, on va dire, responsables, c'est pas le mot, mais en tout cas, ce sont des sujets où il y a un impact important. Alors, Société Générale a signé avec 10 autres banques les principes de Poséidon. Les principes de Poséidon, c'est un travail de masse sur la décarbonisation de l'industrie du transport maritime. Donc, l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des transports, sur tous les transports maritimes, d'au moins 50% à horizon 2050. Donc, chantier énorme. Et cet objectif va s'inscrire dans les décisions des banques pour l'octroi de crédits pour aller financer tout ça. Alors, ça passe un petit peu vite. Je reviens, bon, c'est pas grave, je voulais revenir, je n'avais pas terminé sur le slide précédent. Donc, ces accords de Poséidon, tout simplement, ça vise à accompagner tous les acteurs du transport maritime pour les aider dans cette transition énergétique. Donc, ça, c'est le premier. Les accords de Poséidon, on va dire, c'est le premier accompagnement avec nos clients sur les gros acteurs industriels. Autre type d'accompagnement avec nos clients, où là, c'est un petit peu plus terre à terre quand on est banquier, c'est quelle solution la banque va mettre en place avec ses clients pour les aider dans cette transition. Vous m'entendez ou ce sont des échos? J'entends, non? Non, ça va, on t'entend. Ah, ok. J'entendais un écho. Donc,
La banque a mis en place ce qu'on appelle des solutions Green Trade Finance. Pour faire très simple, ce sont des solutions de financement que l'on propose aux clients qui ont une partie commerce international, Sur ce type de, mais pas que, sur ce type de solution, 4 secteurs vont être éligibles, que vous retrouvez sur les slides: énergie renouvelable, gestion des déchets, gestion durable de l'eau, transport propre. C'est-à-dire que quand l'un de nos clients devra intervenir sur un projet qui s'inscrit dans l'un des 4 secteurs, on aura un petit plus à lui apporter là-dessus. Comment? Alors, comment? En intégrant une composante green à son contrat. Pour que ça vous parle, parce que je ne voulais pas rentrer non plus trop dans le bancaire, on va prendre l'exemple d'une entreprise lambda qui veut réaliser des travaux de construction d'infrastructures pour l'alimentation en eau potable dans une ville. Cette entreprise en question va faire des appels d'offres pour réaliser ces travaux. Et c'est là où la PME locale va répondre à cet appel d'offres pour réaliser ces travaux. Et la PME va avoir besoin de délivrer une caution à cette entreprise qui a ce projet de travaux sur les infrastructures en eau potable. C'est là où la banque intervient et va délivrer cette garantie. Et c'est là où où la banque va apporter un plus, c'est-à-dire qu'elle ne va pas toucher au contrat entre l'entreprise et l'autre entreprise, elle ne va pas intervenir. En revanche, nous, avec ce client-là, on va intégrer une petite composante green dans son contrat. Comment cette composante green, on va dire, aura un impact positif pour le client? C'est qu'on va se charger avec notre client de faire de la communication green vis-à-vis justement de tout son entourage. Donc, j'ai cité Eiffage pour que ça vous parle, enfin tous les donneurs d'ordre et même ses salariés. C'est-à-dire que le client qui va réaliser ce marché-là avec la grande entreprise, si ce projet-là s'intègre dans une démarche, dans une transition verte, si réellement tous les critères sont vérifiés et nous, de notre côté, on aura tout un staff qui va vérifier que ça rentre bien dans les cases, Société Générale va se charger de faire de la communication auprès de ses fournisseurs, auprès de ses clients, en disant, bah voilà, l'entreprise X, elle intervient sur ça, elle travaille sur ça, vraiment cette communication green. Et c'est là où je pense que ça a du sens, parce qu'on est face à des PME qui ne sont pas forcément structurées pour faire ça, qui ne savent pas forcément faire. Donc, Société Générale va prendre le relais et se charger de faire cette communication-là. Alors, j'espère que ça vous parle, ce que je vous explique. En tout cas, voilà, je vais pas de souci pour en rediscuter par la suite ensemble. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième solution que l'on peut proposer, Le slide ne passe pas? non, Non. un peu de temps, je pense. Oui. Marion, si tu m'entends, est-ce que tu sais Oui, passer? je vais vous redonner la main, mais en fait, dès que j'accepte un nouveau participant Ah, ou que d'accord. je regarde un message, ça vous coupe la main et du coup, ça met en attente de contrôle par Émilie. D'accord. Ah, Est-ce que vous pouvez réessayer de passer la slide? oui. Non. Bah, je vous redonne la main. Merci Marion. Ouais, c'est une première en webinaire, donc Ouais. sur les Ah, ça y est, ajustements. je pense que j'ai le contrôle. Super. C'est bizarre. Ah, ça y est. Ça y est. Alors, deuxième solution qui ressemble un petit peu à la première, sauf que elle est davantage, on va dire, plus engageante pour le client.
Bon, le nom de cette solution de financement Sustainability Linked, pour que vous ayez le nom. Cette deuxième solution, l'idée, c'est que la banque et l'entreprise réfléchissent ensemble à des objectifs de RSE. Donc, ils vont déterminer ensemble des objectifs de performance. J'ai mis quelques exemples, des objectifs liés à des engagements RSE, donc réduction des émissions de CO2, des déchets, bon, pas que vers le vert, ça peut être aussi des objectifs, bien sûr, en termes de politique salariale, plein de choses. L'idée, c'est d'accompagner le client dans sa transition vers un business model beaucoup plus durable. Ça s'adresse peut-être davantage à des clients ou à des PME qui sont peut-être déjà sur le sujet et qui ont déjà entrepris certains plans d'action, mais pas forcément non plus, parce que je pense que c'est un bon moyen aussi de faire entrer des PME sur ce sujet-là quand ils y sont justement pas du tout. Je pense que c'est un côté peut-être sécurisant de se dire, bon, bah, je vais essayer de mettre en place tout ça dans mon entreprise, mais je vais le faire avec une banque qui est quand même une institution, c'est un gros acteur. Donc voilà. Donc là, la banque va rentrer directement un petit peu dans la stratégie de l'entreprise, du moins sur sa stratégie RSE. Le petit plus qu'il peut y avoir sur ce type de solution, c'est que la banque va appliquer une tarification à la baisse si l'entreprise n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. À la baisse, pardon, si ses objectifs sont atteints, et va appliquer une tarification. Alors, j'ai mis à la hausse, mais en fait, c'est standard, c'est la tarification d'origine, si les objectifs ne sont pas atteints. Alors, que l'on s'entende bien, l'objectif de cette solution de financement, c'est pas du tout de communiquer sur une tarification à la baisse ou à la hausse. Sinon, je pense qu'on se tromperait complètement en disant si vous arrivez à faire ça, on va pratiquer une tarification plus faible et tant mieux pour vous. Je pense que l'objectif, c'est de un petit peu challenger et un petit peu récompenser. De quelle manière on peut l'avoir, la récompense, quand nous, on tarifie les clients, de quelle manière on peut récompenser le client, hormis, on va dire, être fier de lui et le faire savoir. Je pense que voilà, une petite réduction financière, ça s'entend. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Donc là, sur cette deuxième solution, on rentre dans la politique, on accompagne notre client sur sa politique RSE tout au long d'un projet. Le but, c'est que le client, voilà, synthétiquement, innove en étant un pionnier du green trade finance, se démarque aussi par rapport à ses concurrents, de bénéficier de conditions tarifaires, j'en ai parlé, surtout d'améliorer sa communication extra-financière et de démontrer son engagement RSE, d'améliorer aussi ses ratings RSE, de renforcer son positionnement, de soutenir activement sa stratégie RSE, d'anticiper les évolutions réglementaires. Tout tourne autour du même sujet. C'est très positif. C'est très positif. Alors, autre façon d'accompagner les clients dans cette transition, ce sont aussi des solutions de placement verts que l'on peut proposer à nos entreprises qui sont clientes et également aux particuliers qui sont clients. Je vais passer un petit peu rapidement là-dessus puisque Morad, vous en avez parlé en plus en introduction sur tout ce qui est financement participatif. Alors, je ne sais pas si le financement participatif, ça parle à tout le monde ou pas. Le financement participatif, c'est tout simplement un moyen de financement pour les entreprises en collectant des fonds. Collectons des fonds d'entreprises ou de particuliers qu'on met à disposition d'autres entreprises qui ont des projets en termes de transition justement écologique ou en tout cas des projets verts. Dans ce cadre-là, Société Générale a signé un partenariat avec Lumo, qui est complètement indépendant. Lumo, c'est une plateforme de financement participatif qui est complètement indépendante de Société Générale ou de tout l'univers bancaire. Et Société Générale, si vous voulez, a mis
mis à disposition de Lumo son réseau d'agences, son réseau de distribution, sa clientèle pour qu'elle puisse davantage récolter de fonds et de mettre donc davantage de fonds à disposition de toutes ces entreprises qui ont des projets. Je passe un petit peu vite sur le financement participatif. J'avais intégré un exemple de financement participatif pour NJ. Vous avez un visuel, bon, on voit pas très bien, mais un petit peu comment ça fonctionne. La personne qui veut donc insérer, enfin mettre des fonds pour ce projet-là, bon, bah, vous voyez, elle a accès à beaucoup d'informations. Elle fait un petit peu sa popote. Alors, quand on a vu ces différentes, enfin, comment la banque pouvait intervenir avec ses clients en collaboration avec ses clients pour faire de la finance davantage verte et davantage responsable. La thématique de ce matin était également de réfléchir à quels sont les impacts des engagements sur la performance de l'entreprise. Alors, sujet difficile parce que on est, je pense, en plein dedans. L'ensemble des informations et des sujets sur lesquels les banques sont en train de travailler sont quand même encore tout frais. Donc, c'est difficile de déterminer, je trouve, les impacts sur la performance de l'entreprise. C'est d'autant plus difficile parce que je pense que aujourd'hui toutes les entreprises, donc, ainsi que les banques, n'ont pas le choix. N'ont pas le choix que de passer par là, n'ont pas le choix que d'être un employeur responsable, n'ont pas le choix que de faire leur transition vers une économie verte et vers une économie durable. Donc, si on veut un petit peu, on va dire, discuter sur le sujet, sur la performance de l'entreprise, les entreprises, donc, merci à tous. Les entreprises doivent être également exemplaires, je pense, en étant un employeur responsable, en offrant à des collaborateurs un environnement de travail qui favorise leur engagement, leur bien-être, leur contribution à la performance de l'entreprise. L'entreprise prend également des engagements en termes de diversité, d'inclusion sociale, d'égalité professionnelle, de dialogue social. Et tous ces engagements qu'elle va prendre, toute la politique RSE que l'entreprise va mettre en place, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur l'entreprise et ça ne peut avoir qu'un impact positif. Alors, je me perds un peu. Ça peut avoir qu'un impact positif sur l'entreprise et donc qu'un impact positif sur la performance de l'entreprise. La performance de l'entreprise, elle passe par plein de choses, mais aussi beaucoup sur le capital humain. Donc, si elle est exemplaire, si elle offre tout ça à ses collaborateurs, ça ne peut être que positif. Les collaborateurs ne peuvent que se sentir mieux, que être fiers d'être dans une entreprise responsable et donc délivrer que du positif. Donc voilà, c'est un petit peu, vous m'excuserez un peu, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu brouillon, on va dire, cette dernière partie, parce que je pense que voilà, c'est en plein d'actualité, c'est pas du tout fermé, au contraire, c'est encore ouvert. Et je pense aujourd'hui qu'on n'a aucun moyen de le mesurer. En tout cas, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Par contre, j'ouvrirais ça plus sur, de toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les ressources, voilà, sont épuisées. Le modèle de finance et d'économie est quand même épuisé et obsolète. Donc, on n'a pas le choix que d'aller vers autre chose, vers quoi on est en train d'aller. Donc, est-ce qu'il faut réellement se poser la question de est-ce que ça aura un impact positif sur la performance de l'entreprise? Je pense que, à mon avis, personne n'en doute, ça ne pourra que être positif. Voilà un peu ce que je souhaitais vous dire ce matin. J'ai été peut-être un peu longue, Mourad, je suis désolée, pourtant je pensais aller vite.
Merci à tous. Non, ça va. Merci, Émilie. Merci à toi pour ton intervention et puis pour avoir mis en avant aussi le rôle des banques sur le sujet de ce matin. Donc, on a bien noté que les critères RSE entraient de plus en plus dans l'appréciation des entreprises, en tout cas Oui. au niveau des banques, et que c'est un sujet incontournable aujourd'hui pour les entreprises. Je précise simplement qu'on fera un temps questions, je ne l'avais pas dit au départ, vous avez un chat aussi qui permet de poser les questions au fur et à mesure. On regroupera les questions et puis on fera un temps questions-réponses en fin de présentation. Merci encore Émilie. Mais du coup, Laurent, on te laisse la main si tu es prêt. Je suis évidemment prêt. Merci, merci Morad. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si d'un point de vue pratique, je prends l'écran et je communique mon support ou… Voilà, c'est vous qui avez mon support. Bon, très bien. Je vais vous donner la main à distance. Il faudra juste essayer de passer une ou deux slides et après vous aurez la main. Alors, on va essayer tout de suite. Alors, bon, je n'ai pas la main pour l'instant, mais on va y arriver. Alors, le contrôle de souris, cliquer sur l'écran partagé. Bon, je sais pas. À ce moment-là, Laurent, tu veux essayer de partager ton écran avec ton support pour avoir la main? C'est peut-être plus simple, ouais. Normalement, vous avez récupéré la main parce que ça a quitté le PowerPoint. Je vous la redonne et normalement, c'est bon. Bon. Allez-y. J'essaye, je n'y arrive point. Vous avez le contrôle. Voilà. Hop, c'est parti. Merci en tout cas. Donc effectivement, je vais à la fois essayer d'exposer… Oula, ça va très vite là maintenant. On va remonter. Si on peut revenir en arrière. Hop, voilà. À la fois d'essayer d'ouvrir un petit peu le champ de la réflexion et puis peut-être d'essayer de répondre aussi à Émilie Renaud qui se posait la question du comment mesurer la responsabilité et l'engagement pris par les entreprises. On va essayer justement d'y répondre, même si, comme toujours, on n'a pas une réponse, il n'y a pas qu'une seule réponse, mais il y a évidemment plusieurs champs de réflexion. Mon premier propos, il est évidemment de repositionner par rapport à cette finance durable par rapport au contexte actuel. C'est difficile de parler de finance durable sans se remettre dans le contexte qui est cette incertitude permanente dans laquelle on est aujourd'hui et qui forcément nous remet en question un certain nombre de règles, un certain nombre de façons de fonctionner, à la fois avec le monde bancaire, bien sûr, mais aussi l'ensemble des financements que l'on peut obtenir aujourd'hui et l'ensemble aussi de sa gestion financière interne entreprise. Et donc, dans ce contexte-là, il me semblait important de rappeler que à la fois les approches… Voilà. Les approches classiques en matière de risque, par exemple, c'est-à-dire le crédit qu'on peut mener habituellement sur du financement dit classique, eh bien, elle doit être mis en cause, puisqu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir innover, c'est de pouvoir changer de modèle, c'est de pouvoir financer des projets, et puis surtout, c'est de financer des besoins de trésorerie au quotidien dans nos entreprises. Et donc, forcément, ça nécessite de repositionner nos approches. La deuxième, c'est la solvabilité. Évidemment, dans l'analyse des risques aujourd'hui dans la finance, que dire de cette solvabilité dans un contexte, comme je viens de le préciser, aussi incertain, aussi volatile, où effectivement nos modèles doivent être repensés dans leur globalité. Et puis aussi, si on prend les éléments un peu classiques de cette notion de rendement, eh bien,
comment aujourd'hui parler de liquidité quand on sait qu'on a fait on a mis en place des prêts garantis par l'État il y a 1 an et que déjà cette année, on se dit on va les prolonger d'1 an. En tout cas, on va prolonger la garantie d'1 an et peut-être voir comment on peut les étaler par la suite. Tout ça, évidemment, nous pose question, cette notion de liquidité, et puis cette notion de marché. C'est souvent la terminologie aussi qu'on utilise dans les infrastructures et avec nos partenaires banquiers. C'est vrai que sur ces notions de marché aujourd'hui, eh bien, on se pose la question de la valeur de l'entreprise, mais aussi de la valeur partagée, c'est-à-dire sur quoi se baser aujourd'hui quand on parle de chiffre d'affaires, quand on parle de marge, quand on parle de besoins de consommation et de consommateurs. Tout ça est fortement perturbé et nous remet en cause de façon profonde. Alors, quels sont nos enjeux par rapport à ça pour évidemment trouver des solutions? On l'a dit tout à l'heure, c'est justement, je pense que les enjeux sont évidemment de façon un peu macro, liés aux risques, non plus seulement, donc on l'a dit, mais économiques, mais les risques liés au sanitaire, bien sûr, mais plus généralement à l'environnement et au social. Et c'est cette notion de durabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos marges de manœuvre ou nos référentiels c'est des business plans à 3-4 ans, et aujourd'hui on se rend compte que eh bien, ça paraît très difficile si on n'a pas une vision plutôt long terme des choses, et que le financement durable justement peut-être évoque une notion de durabilité beaucoup plus longue, et donc de se poser la question des référentiels qu'on a aujourd'hui. Autre aussi problématique, c'est l'assurantiel. Aujourd'hui, les risques que l'on connaît sont des risques court terme, et donc en assurance, on est plutôt sur des risques court-termistes. Or, pareil, dans la même réaction, de se dire comment on se prolonge sur des durées beaucoup plus longues et comment, de façon assurantielle, eh bien, prévoir ces changements fondamentaux de nos fonctionnements aujourd'hui. Le deuxième enjeu, c'est une vision augmentée, je l'appelle comme ça, parce qu'elle doit prendre, mais comme l'a été expliqué aussi dans la première intervention, c'est toute la partie incorporelle, immatérielle des choses. On a aujourd'hui une vision qui est souvent financière, et l'enjeu, on va le revoir après évidemment, c'est de se dire mais comment matérialiser, comment identifier tous ces indicateurs immatériels. Et donc, c'est le facteur de matérialité, justement, c'est le choix de ces indicateurs qui doivent à la fois avoir une connotation d'impact, c'est-à-dire c'est quelles sont mes décisions aujourd'hui qui vont avoir un impact demain à la fois sur mon entreprise, mais sur mon environnement. Et puis la notion d'externalité, c'est-à-dire de se dire à tout moment, eh bien, quelles sont à la fois les externalités positives et négatives des décisions que l'on prend et des fonctionnements que l'on met en place dans nos entreprises. Et tout ça, évidemment, a une incidence sur le financement de nos entreprises. Si on veut aller un petit peu plus loin sur cette analyse de valeur, l'idée, c'est de se poser déjà la question de quelles sont les attentes des investisseurs et des financeurs. Alors, on a eu effectivement une première intervention d'Émilie Renaud qui nous donne effectivement cette tendance de prise en compte d'un certain nombre d'indicateurs ou d'un certain nombre d'éléments du fonctionnement de la responsabilité des entreprises. Mais on s'aperçoit bien qu'effectivement, on va devoir intégrer dans la valeur de l'entreprise, donc dans l'évaluation de l'entreprise, eh bien, des indicateurs de développement durable. Alors, on a une communication financière qui existe déjà, qui est basée sur des critères ESG ou ISR, pour ceux qui maîtrisent un peu ce langage-là, mais qui sont liés à l'investissement socialement responsable pour l'ISR ou pour l'ESG, eh bien, des éléments à la fois environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, effectivement, cette culture-là commence à s'imposer. On a des fonds qui sont créés autour de ça. On a des banques qui, évidemment, valorisent ces engagements-là. Mais aujourd'hui, pour les entreprises ou pour les entrepreneurs que l'on accompagne, eh bien, c'est encore un peu obscur. Et c'est vrai qu'on a du mal à définir réellement quelles sont les attentes, quels sont les besoins. Autant quand on avait besoin précédemment d'un SIG ou d'un bilan, on savait bien les fournir. Autant dans les indicateurs ESG et ISR, on a évidemment des questions qui sont beaucoup plus fondamentales. Et puis, on sait que sont prises en compte aussi aujourd'hui par les financeurs et les investisseurs des règles d'exclusion. Qu'est-ce qu'on entend par règles d'exclusion? C'est à la fois des enjeux
enjeux géographiques, que ce soit par exemple des régions ou des zones côtières, que ce soit des pays particulièrement exposés pour des entreprises qui ont des activités à l'étranger, et puis aussi des métiers qui peuvent être dits aujourd'hui en tension ou qui n'étaient pas en tension, mais qui le deviennent de par les événements dont je rappelais l'existence aujourd'hui, cette incertitude aujourd'hui. Parlons par exemple du tourisme, évidemment, de façon globale, parlons de façon globale de l'événementiel et de tous ces métiers qui ont, de par la crise sanitaire, eh bien, effectivement, été mis en exergue et surtout en attention particulière. Et donc, ces éléments-là, eh bien, forcément, ont une incidence, et l'idée, c'est vraiment de compenser ça. Et on l'a abordé là aussi dans le précédent propos, c'est d'avoir une cohérence permanente entre le projet que l'on veut financer et puis la stratégie que l'on a mis en place dans son entreprise. Et je pense que c'est certainement un des éléments les plus importants en matière de valeur aujourd'hui, c'est d'avoir cette cohérence entre la stratégie, pas seulement économique justement, mais qui prend en compte toutes ces notions de risques socio-environnementaux, et puis le financement qu'on va aller rechercher, ou en tout cas les éléments à financer et ce que l'on va mettre en évidence dans son entreprise. Ces mesures de cohérence sont importantes à être retrouvées de façon très précise dans les reportings, dans le rating dont on parlait, mais aussi sur l'ensemble des éléments de valeur, donc des éléments soit du modèle d'affaires, soit du business plan, ça dépend comment on apporte les choses, mais en tout cas dans l'ensemble de la communication de l'entreprise et du fonctionnement de l'entreprise, eh bien cette stratégie environnementale et sociale doit transpirer, doit apparaître. Ça veut dire aussi que ça nécessite dans son financement, dans ses différentes opérations, d'avoir toujours cette notion de l'investissement d'impact, ou du moins des solutions à impact que l'on met en évidence, là aussi en lien avec sa stratégie et en lien avec les financements que l'on recherche. Et puis, une dernière chose qui est importante aussi, c'est l'anticipation de la réglementation. On a de plus en plus aujourd'hui, dans les éléments financiers que l'on met en évidence, eh bien, l'incidence que peuvent avoir une taxation particulière sur les énergies, une taxation sur l'environnement social. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte aussi les incidences liées aux effets douaniers, aux effets internationaux, et puis les différentes interdictions ou limitations de produits, d'éléments techniques qui peuvent être apportés au sein de l'entreprise. Alors tout ça pour dire quoi? En fait, on change de paradigme au niveau des valeurs, quoi. C'est-à-dire que la valeur de l'entreprise qui était mesurée X fois, son chiffre d'affaires, sa rentabilité, son excédent brut d'exploitation, tout ça est un peu remis en cause. Un peu pourquoi? Parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, ça commence effectivement à venir, en tout cas un sujet important sur les financements qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et cette notion de valeur, elle est en train d'évoluer sur une valeur dite multidimensionnelle, c'est-à-dire qui prend en compte plus de dimensions que la seule dimension économique ou financière, mais aussi ces dimensions donc, sanitaires, sociales, environnementales, voire de gouvernance. Et puis, une notion certainement importante aussi de valeur partagée, c'est-à-dire que c'est comment on peut évaluer la valeur de l'entreprise, non plus par rapport aux simples critères financiers, mais aussi par rapport aux critères environnementaux, enfin dans l'environnement de l'entreprise, sociétaux, je cherchais le terme, plutôt sociétaux, c'est-à-dire cette vision partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui de se dire quels sont les indicateurs de valeur, non pas seulement donc, financiers, mais aussi liés à l'environnement, aux parties prenantes et à son environnement sociétal. Alors, pour ce faire, on est un peu aidé ou un peu accompagné ou accéléré par la réglementation qui vient porter à la fois des contraintes, mais aussi des opportunités. D'abord par le droit. Pourquoi? Parce que effectivement, la mise en place d'un droit de l'environnement, d'un droit sur les investissements, enfin de l'impact du droit sur l'investissement, sur la construction, sur l'aménagement, et on parle tout à l'heure de construction justement, eh bien,
forcément ont un impact, donnent une dimension supplémentaire à l'entreprise qui, en utilisant effectivement cette réglementation, eh bien, valorise un peu mieux sa stratégie de développement. Deuxième chose, c'est les incitations et les financements dédiés. On vient de le dire aussi, on a sur les banques des fonds qui sont réservés, ou en tout cas qui viennent valoriser, alors je ne pensais pas parler de tarification, mais que ce soit de tarification, mais plutôt de financement, qui viennent valoriser des engagements pris par les entreprises. On a, et on ne peut pas passer sous couvert de ça, mais on a quand même ce plan de relance dont 30 milliards sont réservés à des projets dits développement durable, environnementaux et développement durable. On a aussi, je pense, une présence beaucoup plus importante d'accompagnement tel que l'ADEME sur ces projets environnementaux et sociaux. Et donc, toutes ces incitations, tout ce financement, enfin cette incitation au financement vient quand même contribuer à une finance qui est certainement plus durable et en tout cas des enjeux qui sont certainement plus portés sur la RSE et le développement durable. D'ailleurs, j'en veux pour exemple, je vais donner un exemple quand même là-dessus parce que ça me paraît important. L'ADEME, par exemple, finance ou accompagne, et on s'est nous engagés sur cette démarche-là, sur 3 années, et bien ce qu'on appelle le programme Acte pas à pas, qui est l'objectif pris par des entreprises de réduire, dans notre cas, de 50% l'émission de gaz à effet de serre à horizon 2030. Eh bien, ces financements-là viennent accompagner non pas seulement les actions que vous pouvez mener au quotidien, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi accompagner carrément la stratégie. C'est-à-dire se dire, mais OK, réduire de 50% ces gaz à effet de serre, c'est bien, mais comment on le fait, à partir de quoi on le fait, quels sont les outils pour y arriver? Eh bien, l'ensemble des mesures prises par rapport à ça peuvent être accompagnées via des financements spécifiques. Donc, incitation et financement dédiés, important aussi dans le cadre de cette recommandation. Puis la troisième chose, c'est la taxation. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le risque effectivement d'une taxation supplémentaire sur certaines consommations ou certaines utilisations de ressources ou de produits, évidemment, ont un impact sur les démarches que l'on peut mener en matière de valeur. Peut-être rappeler aussi 2 choses par rapport à ça. D'abord, c'est la notion sur les impacts environnementaux. Peut-être préciser que ce n'est pas franco-français, ce n'est même pas dans le giron régional. On est bien là sur des aspects européens, voire peut-être même internationaux depuis le retour des États-Unis sur les accords de Paris. Mais en tout cas, sur les aspects européens, j'ai juste rappelé ici en commentaire les 6 objectifs de la Commission européenne en matière d'environnement, qui sont l'atténuation, l'adaptation, la circularité, l'eau, la pollution et la biodiversité, projet sur, enfin 6 objectifs sur lesquels eh bien, l'Europe a décidé d'investir durablement sur un budget, et là on parle, évidemment ça nous dépasse peut-être un peu, mais on est sur 180 milliards d'euros, et donc qui vont être fléchés uniquement sur ces projets-là. Donc ça veut dire vraiment, vous voyez qu'effectivement on a vraiment une volonté globale, générale, de venir financer, d'accompagner ces transitions sociales et environnementales. Et puis, plus proche de nous, c'est la loi Pacte, et je voulais aussi faire un petit focus là-dessus, qui vient aussi nous permettre d'avoir, d'un point de vue légal, eh bien, un relais en matière de clarification de nos engagements au niveau de responsabilité sociale et environnementale. D'abord pour toutes les sociétés, puisque la RSE maintenant est consacrée dans la loi. Pour certaines entreprises volontaires, et j'ai cru voir peut-être la raison d'être de la Société Générale tout à l'heure dans un des slides, mais qui effectivement vient protéger cette notion de raison d'être au sein des entreprises. Et puis bien sûr l'entreprise à mission, qui n'est pas le sujet d'ici, mais qui quand même doivent nous questionner sur justement le financement de nos entreprises, et bien la société à mission, où les engagements sont inscrits à la fois dans les statuts, donc de façon durable, mais surtout que ces engagements doivent être suivis avec des objectifs clairs et bien sûr des résultats qui sont attendus.
Je voulais finir mon propos sans être trop long sur un peu un exemple, c'est-à-dire notre exemple. Hein. Nous, on a au sein d'Axis Expert Conseil, donc structure d'expertise comptable et d'audit, la volonté depuis quelques années de faire autrement dans un métier qui est un métier réglementé, en y mettant dans notre stratégie d'abord effectivement des engagements forts en matière de responsabilité sociale et environnementale, mais aussi en ayant cette vision de se dire comment on peut identifier, matérialiser, mesurer les engagements que l'on prend aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avec notre structure à dossier qui est Biome Entreprise, on a Biome Attitude, on a à la fois voulu identifier, on souhaite identifier nos bonnes pratiques, c'est-à-dire effectivement mesurer sur 100 critères quels sont nos engagements, nos enjeux de développement durable. On a aussi la volonté d'accompagner, de s'accompagner au quotidien et d'accompagner les autres évidemment, mais aussi de nous accompagner sur la mise en place concrètement de notre stratégie sur les différentes décisions et sur les éléments que l'on prend en compte. Et donc on a chez Biome Attitude développé un indicateur, mais surtout au-delà de ça, des indicateurs, un indicateur de référence qui est le pourcentage bio, mais des indicateurs qui viennent mesurer nos engagements extra-financiers. À la fois sur des engagements qu'on prend, donc nos 100 critères ici, hein, que l'on diagnostique dans les entreprises que l'on accompagne, mais aussi qu'on diagnostique chez nous, hein, puisqu'on se porte à nous-mêmes cet engagement. Un niveau d'engagement qui est aussi mesuré et que l'on transmet à nos différents partenaires financiers, un engagement que l'on mesure en fonction d'objectifs qui sont définis, c'est-à-dire sur l'aspect ici engagement social, vous retrouvez à la fois l'emploi, bien sûr, la gouvernance, la qualité de vie au travail, la santé, sécurité, la formation et le handicap. C'est-à-dire, au-delà de se dire on fait pas, c'est jusqu'à quelle hauteur les engagements sont pris et quels sont les objectifs atteints par rapport aux engagements pris. Et enfin, l'objectif aussi, c'est nos indicateurs, c'est-à-dire de se dire par rapport aux engagements, éthiques pris par l'entreprise, donc par rapport à ses valeurs, à la fois sur la prise en compte du bien-être social, la prise en compte de notre environnement et la prise en compte aussi de la répartition des richesses de notre structure, eh bien, quels sont en permanence ces indicateurs qui sont calculés tous les ans et valorisés auprès à la fois de nos clients, auprès de nos partenaires et bien sûr auprès de nos prestataires, nos partenaires financiers. Et donc, dans à la fois une permanence de nos méthodes, mais surtout une transparence sur nos indicateurs et sur l'atteinte de nos objectifs en matière de développement durable et de stratégie durable. Et je voulais finir mon propos en disant qu'il est important pour nous, et il sera important de plus en plus dans la relation que l'on a avec nos partenaires financiers et donc dans la recherche de financement futur, et bien d'avoir cette transparence et d'avoir aussi cette lisibilité entre la stratégie de l'entreprise, entre le projet que l'on veut financer, ou le projet, ou le modèle, ou l'innovation, peu importe ce que l'on veut financer, mais en tout cas l'objet de notre financement, et puis les indicateurs qui vont permettre eh bien, de rassurer, d'identifier que le pourquoi on a voulu se faire financer, qui est plutôt immatériel, et non pas l'achat d'un produit ou d'un bien, eh bien, sera réalisé ou ne sera pas réalisé. Voilà les propos que je voulais avoir avec vous ce matin. Merci Laurent. Alors, oui, je me suis permis de mettre quelques applaudissements parce que, non pas pour me faire applaudir, mais pour vous applaudir parce que c'est pas toujours facile à la fois d'animer et de vivre ces moments qui ne sont plus en présentiel mais qui sont distanciels. Voilà, et donc j'avais envie de faire ce petit clin d'œil sur les applaudissements collectifs. Merci beaucoup Laurent. J'ai noté qu'effectivement les modèles actuels étaient quand même fragilisés par rapport au contexte, qu'il y avait une remise en cause de la valeur des entreprises, mais qu'aujourd'hui, qu'il était important du coup d'intégrer la notion de durabilité dans les modèles, et qu'aujourd'hui, il existait quand même des outils qui permettent de mesurer la performance globale des entreprises et d'intégrer en fait l'impact de la RSE sur cette performance.
Du coup, Juste pour préciser, Mourad, Oui. juste en complément, du moins, sur deux choses qui sont importantes, à la fois cette notion d'impact, c'est-à-dire c'est quel impact a ma décision, j'ai envie de dire, au territoire dans lequel je me situe, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est sur les moyens aussi investis. C'est-à-dire que vis-à-vis de nos partenaires financiers, c'est souvent les moyens qui sont, donc les moyens et les résultats attendus qui sont relevés. Mais d'un point de vue stratégique, c'est aussi l'impact final que ça a par rapport au territoire et l'ensemble des parties prenantes. Merci Laurent. Du coup, je vais terminer la présentation en vous parlant de la démarche sur ce sujet qui est faite chez CVP. Je ne sais pas si j'ai la main du coup, ou ça va arriver. Et pour ça, en fait, je vais aborder ou réaborder en fait la notion de ressources qui a été reprise plusieurs fois ce matin. Alors, on me dit que j'ai la main ici. Alors, ça devrait arriver. Okay. Ah, voilà. Donc voilà, la notion de ressources qu'on retrouve en comptabilité, effectivement, les ressources stables qui désignent les ressources à long terme de l'entreprise, comme le capital. Et en fait, ce capital désigne les ressources apportées à une société par des associés au moment de la création de l'entreprise ou au cours de la vie d'une entreprise. Ces ressources apportées traduisent en fait une participation à la réalisation d'un objet social qui est repris dans les statuts. Mais ça traduit aussi un engagement et une volonté actionnariale qui peut insuffler en fait les orientations stratégiques et qui peut intégrer du coup aussi l'inquiétude de l'impact qu'a notre activité sur l'environnement par exemple. Donc il y a un premier point, effectivement, parler de raison d'être et puis des entreprises, mais voilà, aujourd'hui on peut complètement intégrer le sujet de sa responsabilité dans les statuts, dans l'objet social de l'entreprise. Donc ça c'est un premier point. Et en fait, sur cette notion, je trouve l'image qui est reprise sur la slide plutôt très représentative. Alors juste, n'essayez pas de planter des pièces. Là, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout, même avec un bon engrais. Mais si on imagine en fait que les pièces représentent les ressources de l'entreprise, le cash bien évidemment, mais aussi les ressources matérielles, immatérielles ou encore financières. Ces ressources, en fait, on va les affecter à l'activité de la société. Et là, on refait le lien du coup avec l'objet social et puis les statuts et la raison d'être de l'entreprise. Mais on affecte aussi ces ressources à différents projets. Donc là, c'est la partie, le semis, la petite main qui vient planter, qu'on retrouve du coup sur l'image. On va attendre en fait de cette utilisation de ressources un résultat qui sera comparé en fait à un objectif qu'on s'est fixé. Ça peut être un billet dans une finance classique qui symbolisera du coup le retour sur investissement. Ou en fait, ça peut être une plante. En fait, tout dépend de la valeur en fait qu'on mettra derrière le retour qui est attendu. Alors, si je devais donner une image, je prendrais quand même l'entre-deux, le billet vert, parce qu'il me semble évident et indispensable quand même pour qu'une entreprise puisse se développer et pérenniser son activité. Il est indispensable quand même de faire du profit et de faire des bénéfices et être responsable au niveau social, environnemental ou sociétal, c'est pas incompatible. Pour être plus concret avec ce que je dis, j'ai repris quelques exemples de choses, de projets ou d'actions qui ont été mises en place chez CVP. Voilà, donc premier exemple qui est la flotte de véhicules qui a été aussi mis en avant par Émilie qui est en cours au niveau de la Société Générale. Alors j'ai pris cet exemple parce que c'est
je pense, quelque chose d'assez facile à mettre en place, en tout cas pour ce qui nous a concernés, qu'on a un retour quasi instantané et que les résultats en fait sont à peu près facilement mesurables. On a fait le choix en 2016 de basculer notre flotte de véhicules, de passer du diesel en fait à l'hybride et aujourd'hui en partie à du 100% électrique. Ce qui nous a permis, grâce aux dispositifs fiscaux qui existent sur les véhicules de société, de bénéficier directement en fait, d'une économie de la taxe sur les véhicules, mais aussi, ça a un impact aussi sur l'amortissement excédentaire dans le calcul du résultat fiscal. Donc, ça nous a permis en fait, directement voilà, de réaliser ces économies. Et à côté de ça, pour faire le lien avec le sujet de la finance responsable, on a pu constater en fait que voilà, l'hybride ou l'électrique, ça nous a permis de baisser nos émissions de CO2 sur les kilomètres parcourus, et ça directement en fait dès qu'on récupère la facture. Donc c'est pour ça que je disais que le résultat était quasi instantané. Et voilà, donc ça a un impact quand même, ça améliore notre impact environnemental dans l'utilisation, alors pour nos commerciaux qui se déplacent avec les véhicules. Et bon, sur ce projet, on a une flotte de véhicules de 6 voitures. Donc l'impact n'est peut-être pas énorme à notre niveau, mais alors tout le monde connaît l'expression qu'il n'y a pas petites économies. Je pense que c'est encore plus vrai à l'heure actuelle pour tous les sujets qui touchent l'environnement. Donc, si je peux vous inciter à faire une première action au niveau de vos structures, voilà, je pourrais vous donner cet exemple de la flotte de véhicules. J'ai repris ensuite 2 autres exemples qui sont plus ou moins liés à l'informatique, donc au système d'information plus global. Au cours de la vie de CVP et dans la question du renouvellement de l'infrastructure informatique, on a eu le choix en fait de soit repartir sur de l'investissement serveur pour le stockage de données, l'hébergement de nos solutions, donc qui aurait nécessité un investissement du coup économique. On aurait pu s'arrêter là et faire simplement la comparaison entre ce que nous coûte l'investissement et le fait de passer chez un prestataire externe et voir ce que ça nous coûte en location d'espace chez notre prestataire et faire cette comparaison simplement financière. On est allé plus loin sur ce projet et on a fait le choix en fait de choisir l'hébergement externalisé pour plusieurs choses. Alors, on peut se dire effectivement que là, on a simplement... Alors, je vais d'abord parler des choses, ce qui nous a fait en fait choisir l'hébergement externe, c'est qu'on a bénéficié en fait de l'intégration en fait de la RSE de notre prestataire, qui pour le coup est vraiment spécifique au métier de la data. C'est pas notre métier. On aurait pu effectivement faire une étude sur j'installe plusieurs serveurs et je vois comment je peux optimiser ma consommation par rapport à tout ça, mais c'est pas notre métier. Donc on a fait déjà ce premier choix par rapport à ça. Et alors vous me direz peut-être que là on a simplement reporté la charge environnementale chez notre prestataire, mais pas que, parce que ça nous a permis en fait de variabiliser en fait cette charge. Et quand je dis charge, c'est pas que la charge économique. Encore une fois, ça dépend de la valeur qu'on met derrière. C'est la charge aussi de consommation d'énergie, voilà, qui est vraiment liée à notre utilisation et la consommation va démarrer quand on va se connecter et va s'arrêter quand on va se déconnecter. Et ça, voilà, ça change rien pour notre prestataire puisque lui a les infrastructures qui sont déjà dédiées, qui sont équipées de manière optimale. Et qui intègre en fait tous ces critères RSE. Et là, en fait, ce qui est important, du coup, ce qui est important pour nous, c'est le choix du partenaire.
donc, ce partenaire avec qui on travaille nous envoie aussi, c'est pour revenir au deuxième exemple, tous les mois une stat avec le poids de nos données, alors que ce soit les mails, que ce soit nos documents qui sont stockés en bureautique ou dans une GED. Et du coup, on a le détail de la consommation de nos données en poids, donc en gigas. Et on sait faire aujourd'hui, grâce à quelques éléments qui circulent, quelques valeurs qui circulent, notamment le poids du mail. Je pense qu'il y a un mail stocké une année sur une boîte et qui fait 1 méga, donc on est à 13 tonnes de CO2. Donc on sait vite faire quelques calculs pour avoir une valeur CO2 aussi du poids de du poids de nos données. Tout ça, ça nous a permis de mettre en place des indicateurs sur le poids du coup de cette donnée et de les intégrer dans un nouveau projet plus général qui était la refonte en fait de la gestion de nos données numériques ou physiques. Et on a intégré en fait, pareil, cette donnée dans le choix en fait de la solution qui va nous permettre en fait de dématérialiser et de revoir en fait notre gestion de données. Dans ce projet de dématérialisation, au-delà du gain de productivité que ça va nous amener par l'amélioration des processus, le fait de fluidifier aussi la transmission de l'information, ça va aussi nous apporter du coup une baisse de diminution et une optimisation aussi de ce poids qu'on saura calculer, et à ce moment-là on pourra faire des comparaisons alors, encore une fois voilà, sur le choix de la valeur, qui seront peut-être plus forcément en euros, mais qui seront peut-être en consommation CO2 par rapport au stockage qu'on avait avant et qu'on a avec cette nouvelle solution. Voilà pour les exemples que je voulais vous donner. Et alors, je vais enchaîner avec nos engagements et voilà, et l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Donc là est tout le chemin qui nous reste à accomplir. En tout cas, notre engagement et notre ambition, du coup, c'est de faire de la finance un outil d'aide à la compensation pour la neutralité et de se rapprocher de plus en plus de la neutralité carbone grâce à la mise en place notamment d'indicateurs extra-financiers qui vont nous permettre aussi d'orienter notre stratégie. Pour être plus clair, en fait, dans un idéal, de la même manière qu'on a un bilan, qu'on réalise un bilan et un compte de résultats chaque année, sortir la rentabilité, par exemple, de la société. Voilà, l'ambition, ce serait d'avoir un état qui permette aussi d'évaluer notre impact carbone, par exemple, avec d'un côté quelle est notre charge environnementale, ce que génère notre activité en termes de charge environnementale, et ce qu'on fait comme action pour réduire donc ce que les produits, si on reprend le compte de résultat, et ce qui permet en fait d'atteindre un résultat qui serait plus spécialement en euros, mais qui serait sur une valeur, je ne sais pas, émission de CO2 par exemple. Alors pour ça, il y a 3 actions. Donc c'est évaluer. C'est ce qu'on fait un petit peu, même pas mal aujourd'hui, puisque depuis 2010, sur tous nos documents, on informe en fait de l'impact CO2 qu'a nos produits. Ça, c'est une communication qui est faite du devis jusqu'à la facture et qui est transmise à nos clients. Donc, on évalue cette donnée. Bien évidemment, le but, c'est d'évaluer d'autres critères. La deuxième chose, c'est réduire l'impact de notre activité. Et ça, je dirais que c'est quotidien, notamment par la baisse, le travail qui est fait sur la baisse du poids de nos emballages,
sur la recherche de nouvelles matières et bien d'autres actions qu'on met en place sur ça. Et la troisième chose, c'est compenser pour tout ce qu'on n'arrive pas à réduire. Et là, c'est les actions qu'on a pu voir et les exemples qu'on a pu voir sur la slide juste avant. Donc, compenser par des actions pour essayer justement d'atteindre la neutralité carbone, mais et surtout pouvoir le mesurer et voir encore le chemin qui nous reste à faire. Voilà, donc l'idéal, voilà, ce serait d'avoir cet état qui permette en fait de nous situer, et puis effectivement d'approcher une valeur qui serait différente et liée à la valeur économique de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire pour la démarche CVP. Voilà, le temps est maintenant aux questions. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute et on essaiera d'y répondre. Alors, on a eu plusieurs questions sur le chat. La première, comment concrètement mettre en place des indicateurs de haut sur des critères RSE et immatériels? Je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je veux bien commencer à répondre. En fait, déjà, il faut des indicateurs qui soient simples, vérifiables, incontestables. C'est notre créneau parce que autrement, évidemment, on n'est pas en cohérence par rapport à la stratégie qui est mise en place. Quels sont les indicateurs? Ils doivent recouvrir ce que je montrais tout à l'heure. Ils doivent recouvrir tous les champs de la responsabilité sociale et environnementale. Et donc, effectivement, être le concret possible, mais en lien avec la stratégie. C'est-à-dire que si ma stratégie, elle est, comme vient de dire Morad, d'aller vers une neutralité carbone, eh bien, je dois, dans un premier temps, faire mon T0 avec un bilan carbone qui soit opérationnel, et après avoir, comme vous le faites là, avoir effectivement des actions qui soient portées vers cette neutralité, mais qui doivent être issues du bilan carbone, parce que autrement, par exemple, la mobilité, je vois par exemple chez nous, on a fait notre bilan carbone, les deux indicateurs, les deux éléments importants, c'est à la fois la mobilité et évidemment l'aspect énergétique de ce qu'on vient de dire sur le numérique et sur l'utilisation des outils. Et puis le troisième surtout, le troisième aussi, c'est toute la partie bâtiment et consommation énergétique. Et donc à partir de là, nos actions elles doivent être marquées là-dessus et nos indicateurs doivent être mesurés par rapport à ça. Et donc c'est ça qui est important, c'est pas avoir des indicateurs dans tous les sens, mais des indicateurs qui sont en lien avec la stratégie qui est déployée et l'objectif qui est finalisé. Je voudrais compléter parce que c'est moi qui posais cette question et c'est pour ça que je parlais de RSE et d'immatériel, parce que les indicateurs immatériels ne sont pas uniquement liés à des orientations RSE. Aujourd'hui, lorsqu'on va mettre en place un modèle économique qui va intégrer bien sûr des composantes environnementales, ce modèle économique va intégrer des composantes immatérielles comme par exemple partage de la valeur, comme la confiance à l'intérieur, comme l'intégration de la valeur travail de façon différente. Et donc, la question que je voulais poser, c'est de dire tous ces critères-là, il faut bien qu'à un moment donné, on les matérialise de façon pas seulement extra-comptable, mais également comptable, pour que, et c'était le deuxième volet de ma question, pour qu'à un moment donné, la relation avec les financeurs puisse être intégrée, et comment donc ces financeurs, donc les banques principalement, intègrent ces critères immatériels dans leur analyse des capacités de l'entreprise, soit en ayant un taux préférentiel, soit en déterminant leur capacité d'endettement liée aux fonds propres, en sachant que ces fonds propres devraient, en théorie, avec ces critères, être augmentés par des éléments qui sont immatériels. Donc voilà, ma question, elle est à tiroir, et donc c'est à la fois, je dirais, l'intégration d'immatériel et de critères immatériels dans le bilan d'entreprise. Dedans, il y a bien sûr les RSE, et ensuite, comment les banques intègrent ça dans les capacités de financement, l'analyse financière de l'entreprise. Juste en complément de ce que tu disais, tu viens de définir en fait ce qu'on appelle la comptabilité triple capital. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de normes en la matière.
Donc il y a effectivement des projets, il y a des travaux, il y a des expérimentations qui sont faites sur cette compta triple K, mais aujourd'hui, elle n'a pas de reconnaissance et elle n'aura de reconnaissance que si un jour elle est normée comptablement, à la fois sur le plan européen et sur le plan national. Voilà pour le... Donc, je peux comprendre qu'effectivement, l'attente, c'est ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse là-dessus. Donc, la seule réponse, elle est extra-financière. Elle n'est pas financière. Enfin, en tout cas, financière dans le sens bilan comptes annuels que l'on connaît aujourd'hui. Et après, sur les attentes des banques, je ne répondrai pas. Pas de problème. Oui. Mais j'aimerais bien recevoir cette fiche si elle est partageable. Cette fiche RSE déclarative que vous avez à la Société Générale. Si vous voulez bien, on va finaliser la matinale. Il y aura les coordonnées de toute façon de chaque intervenant sur la dernière slide. Ce qui est intéressant de toute façon, c'est que voilà, c'est un sujet qui suscite des échanges. Je vous invite à les poursuivre. Voilà, donc vous retrouverez les coordonnées de chaque intervenant. Voilà. Moi, me reste à remercier d'abord Marion et Marie pour l'organisation de la matinale. Remercier nos intervenants déjà d'avoir répondu présent et pour la qualité de leur intervention. Et remercier tous les participants de continuer voilà, à nous suivre et de pouvoir faire ces matinales et de discuter, comme c'était encore le cas aujourd'hui, autour de ces sujets RSE. Divers sujets, mais je répète, tous liés à la RSE. Je vous informe, la prochaine matinale aura lieu en avril. Ce sera sur le thème du tri et du recyclage. On communiquera sur nos différents réseaux. D'ici là, je vous invite à aller checker nos différents réseaux, soit Facebook, LinkedIn ou Twitter, si vous voulez continuer à suivre ce qu'on fait et les événements qu'on organise. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez donc CVP, Creative Vision of Packaging sur les différents réseaux. Je vous remercie tous. On aura peut-être l'occasion de réaborder le sujet avec d'autres avancées d'ici quelques temps. Voilà, en attendant, je vous remercie encore et puis je vous souhaite à tous une belle journée et un bon week-end par avance. Merci à tous et merci à CVP pour l'organisation. Merci, bonne journée. Bonne journée.